Je vous l'avais promis tout à l'heure, nous allons démarrer cet après-midi avec une table ronde sur le vignoble français, exemple de résilience climatique. C'est la question que nous allons nous poser, puisque la culture de la vigne reste un des emblèmes de notre terroir français, représentatif de l'extrême fragilité de l'agriculture, surtout face aux aléas climatiques. On l'a notamment vu sur l'année passée et celle encore avant. Alors que les viticulteurs ont toujours adapté leurs pratiques à leur environnement et que les pratiques ancestrales sont mises en avant pour certaines propriétés de renom, les acteurs de la vigne expérimentent aujourd'hui de nouvelles techniques et nous allons le voir avec nos invités. Alors, entre pratiques ancestrales et innovation, comment et pourquoi le vignoble doit-il devenir un exemple de résilience face au réchauffement climatique ? Voilà la question à laquelle vont tenter de répondre nos deux invités. Je vous demande d'accueillir Richard Planas, directeur des domaines Gérard Bertrand, et Arnaud Varneri, chef de cave du domaine Paneri. Vous avez raison, pour les applaudir, pour les encourager. Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Je vous invite à prendre chacun un micro. Pour commencer, pour que le public présent puisse faire connaissance avec vous, je vais vous demander une courte présentation. On commence par vous, Arnaud Varneri. Vous me dites un petit peu ce que vous faites, d'où vous venez. Bonjour, je m'appelle Arnaud Varneri, je suis régisseur d'un domaine à côté d'Uzès. 500 hectares, 200 hectares de culture, 120 hectares d'oliviers en haute densité, 80 hectares de vignes. On fait entre 180 et 200 000 bouteilles et on est en 3e année de conversion biologique. À vous, Richard Planas. Donc, je dirige les propriétés viticoles du groupe Gérard Bertrand, 17 propriétés parmi de terroirs magnifiques en Occitanie, principalement en Languedoc. Donc ça représente 940 hectares de vignes en agriculture biologique et notre spécificité, c'est d'être à 100% en biodynamie. Merci. Alors pour le peu, c'était très concis. Je vous remercie de cette concision pour démarrer. Une première question générique, alors sans vouloir répondre immédiatement à la question de cette table ronde. Est-ce que la vigne est intrinsèquement résiliente ? Est-ce qu'elle s'adapte seule, cette vigne ? C'est une question commune, donc je vous laisse me répondre tous les deux. Qui veut commencer ? Arnaud Varneri. J'ai un petit problème avec le mot résilience. Et ça, il faut que je le dise parce que je trouve que quand j'avais quelques années de moins, on n'employait pas ce terme. Et pour moi, la vigne n'est pas résiliente. La vigne, elle s'adapte. La vigne, elle s'adapte à un milieu. Et la résilience qui veut dire plus une résistance à des chocs traumatiques. Alors effectivement, il peut y avoir des chocs traumatiques sur de la sécheresse, on en a connu cette année, des chocs climatiques mais la vigne, elle s'adapte plus qu'autre chose. Richard Planas. Alors pour compléter les propos de mon confrère, je dirais que la vigne, on en parle de façon unitaire, alors qu'en fait c'est une grande diversité, je dirais génétique, ampélographique. Il existe des dizaines de milliers de variétés de vignes, ce qu'on appelle des cépages. Et l'art du vigneron, et ça a pris parfois des siècles, mais ça peut aller beaucoup plus vite, c'est de choisir les cépages les mieux adaptés à un terroir. Et c'est ce que j'ai pratiqué dès que j'ai été étudiant, donc il y a déjà fort longtemps, la notion d'adaptation des cépages au terroir, qui fait qu'aujourd'hui, les pinots, les chardonnays excellent en Bourgogne et que le carignan est à sa place en Languedoc, pour faire très simple. Et c'est très certainement dans les évolutions climatiques une piste de travail, j'espère qu'on pourra développer. Oui, mais c'est la question suivante d'ailleurs, c'est quelles sont les pistes de réflexion et d'action pour, je dirais, réagir face aux aléas climatiques que vous avez dû subir sur les 2 dernières années, pour ne parler que de celle-là. Alors il faut partir du principe qui n'est pas un principe, mais c'est une constatation. La vigne commence à souffrir à partir de 35 degrés. Au-dessus de 35 degrés, elle se met en espèce de dormance et elle ne réagit pas comme elle devrait l'être. Comment réagir face à des aléas climatiques ? Je parle de la sécheresse en particulier. Il y a beaucoup de pratiques. Il y a d'abord une pratique et
chez Gérard Bertrand, ils ont commencé depuis longtemps avec le bio, mais déjà respecter le sol, travailler le sol, avoir des sols qui sont riches en humus pour diminuer ce que nos ancêtres et nos anciens compensaient par des engrais minéraux. Ensuite, il y a beaucoup de facteurs qui font que la vigne peut s'adapter à cette sécheresse, à ce manque d'eau, aussi ces problèmes de tempêtes autres et excès d'eau. Il y a, Richard vient de parler des cépages, mais il y a surtout avant les cépages et depuis la crise phylloxérique, il y a des porte-greffes. C'est-à-dire que ce sont des espèces de plantes entre la plante, le cépage, Syrah, Grenache, Merlot et tous les autres, et le sol, qui va l'aider à se développer. Et là-dessus, il faut que l'on travaille. On a déjà travaillé beaucoup sur ces porte-greffes et essayer d'adapter ces porte-greffes au sol dont faisait référence Richard. Vous avez parlé tout à l'heure de biologie, de conversion. Je sais que vous êtes en partie en biodynamie. Est-ce que ces pistes de réflexion, je pense notamment à la biodynamie, est-ce que ça peut aider la vigne à faire face à ces changements? Je me permets de répondre à cette question, puisque c'est notre credo. Moi, j'ai été embauché par Gérard Bertrand il y a 20 ans. L'entretien d'embauche a été relativement bref, je serai bref. Et dans la feuille de route, il y avait se convertir à l'agriculture biologique et explorer la biodynamie. Aujourd'hui, nous sommes à 100% sur nos 17 propriétés, 940 hectares de vignes en biodynamie, et nous sommes les premiers producteurs au monde viticoles en biodynamie. Donc effectivement, nous, c'était une conviction. D'abord celle de tout vigneron en agriculture biologique, c'est-à-dire de se passer de produits de la chimie de synthèse, ne plus utiliser de produits phytosanitaires, ne plus, de ce point de vue-là, polluer les sols, l'air et l'eau. Ça, c'était notre volonté de base. Mais force est de constater que cette forme d'agriculture nous permet, notamment en zone méditerranéenne, où la sécheresse et la canicule sont les deux aspects les plus contraignants, nous permet de passer, je dirais, dans les mois difficiles. Et 2022 a été très démonstratif sur nos terroirs, notamment sur le massif de la Clappe, où malgré l'absence d'eau sur une bonne partie du cycle végétatif, nos vignobles se portaient bien, c'est-à-dire bien nourris, et une maturité qui a pu avancer et faire, je pense, un très grand millésime. Le stress hydrique, c'est ce à quoi il faut faire le plus attention pour la vigne. Vous le disiez, au-dessus de 35 degrés, elle se met un peu en dormance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à avoir des températures excessives qui dépassent parfois les 35 degrés, donc qui peuvent mettre la vigne en dormance. Est-ce que je peux dire, virgule, en danger? Est-ce que ça va la déstabiliser ou est-ce qu'elle va revenir à la vie une fois que la température descend? Non, moi, j'ai pas l'impression que la vigne sera en danger. Il y a de la vigne qui est cultivée dans le tour de la Méditerranée, dans des endroits bien plus extraordinaires que le midi de la France. On pense aux vignes du Portugal, dans lequel j'ai travaillé, au Chili. Ce qu'il faut à la vigne, c'est un ensemble de choses, un sol, de l'eau, et une plante adaptée, ce que disait tout à l'heure Richard. Il faut absolument que l'on adapte les cépages. Et moi, j'aimerais revenir sur une chose, c'est qu'on sait, je vais peut-être un petit peu rapidement à non pas une conclusion, mais on s'est enfermé dans nos appellations avec des cépages qui sont très restrictifs, en tout cas aujourd'hui très restrictifs. Et je pense qu'il faudrait que l'on laisse faire un tout petit peu les vignerons, où on ouvre la porte, en particulier sur les cépages qui sont, eux, dits résistants à la sécheresse, et avec ces histoires de porte-greffes qui combinés l'un à l'autre, nous donnent des possibilités énormes de replantation. Alors, pour que l'on comprenne bien ce que vous dites, avant de vous laisser la parole, Richard Planas, c'est que aujourd'hui, les appellations auxquelles vous appartenez, en fait, vous limitent, hein, c'est ce que vous expliquez, vous limitent dans le choix
des cépages que vous pourriez planter et donc cultiver pour qu'ils soient, eux, plus résistants que ceux déjà en place? Alors pour ce qui est des appellations, effectivement, le rythme de vie, d'évolution des appellations et des cahiers des charges de production n'est pas celui de, je dirais, de l'économie ou de la climatologie qui s'emballe. Mais parfois, c'est plutôt un atout d'être amené à réfléchir, à confronter les idées et les résultats avant de changer les cahiers des charges. Mais les appellations d'origine contrôlée et beaucoup plus les indications géographiques protégées intègrent, moi j'ai vu en 30 ans certes, évoluer énormément les cahiers des charges avec le matériel végétal et les cépages. Et actuellement, les IGP ont ouvert, je dirais, le bal. Les AOC suivront, mais ça prendra un petit peu plus de temps sur le plan expérimental. C'est l'introduction de variétés résistantes ou plutôt tolérantes, beaucoup moins sensibles aux maladies majeures, ce qui permettra de cultiver la vigne en utilisant beaucoup moins d'intrants et pour certaines d'entre elles avec des très hauts niveaux qualitatifs. Alors je me permets un petit peu, parce que c'est un sujet qui m'est cher, de vanter je dirais le travail de l'INRAE, notre Institut national de recherche agronomique, qui bosse sur ce sujet-là et qui est un petit peu sous le coude et à mon avis est encore un peu timide, une série de variétés de très haut niveau qualitatif, ce qu'on appelle les variétés INRAE bouquet, du nom du chercheur qui les a mis au point, et un petit peu réservé par rapport à la durabilité de la résistance. L'INRA est très timide là-dessus. Donc nous poussons pour que dans 3 ans, et le chemin est bien parti, pour que ces variétés puissent être diffusées partout en France, et notamment en Languedoc. Voilà, et je crois que vous avez commencé à en planter. Il y a des cépages, les nouveaux cépages sont plantés et vous êtes en phase de test, de voir comment ils se comportent. Nous sommes dans la dernière phase on va dire, d'agrément, de certification, et nous sommes rentrés dans ce protocole expérimental avec je dirais, la force de communication et de suivi technique du groupe Gérard Bertrand. Et nous avons 2 parcelles de 50 arbres, c'est relativement peu, mais c'est le protocole expérimental qui le veut ainsi. Mais dans 3 ans, on pourra, j'espère, implanter des hectares, et ce sera une révolution pour la viticulture sur le plan environnemental, tout en gardant ce concept de très haut niveau de qualité. La France doit rester sur des vins de grande qualité. Arnaud Vannery, vous en pensez quoi? Alors, je veux revenir là-dessus. Nous aussi, à Pannery, on a planté des nouveaux cépages et on va continuer cette année. Malheureusement, pas dans l'appellation des IGP, mais plus en vin de table ou en vin de France. Ces nouveaux cépages qui sont des cépages résistants la plupart du temps aux 2 maladies principales de la vigne, ces cépages vont nous permettre de produire une 2e qualité de vin. Richard parlait de qualité extraordinaire et de bonne qualité des vins dans les appellations. Nous, on pense que le marché des vins se divise en 2. D'une part, les vins d'appellation et les vins qui sont produits dans les domaines avec le cahier des charges, et ensuite des vins qui sont plus commerciaux, plus, j'allais dire, faciles entre guillemets à produire, peut-être moins alcooleux, peut-être plus aromatiques, et là, on rentre dans un marché totalement différent. Et c'est ce pourquoi nous avons planté, par exemple, du Sauvigné gris ou des cépages qui sont similaires. Donc, il faut bien savoir que même à Pannery, sur une petite exploitation, on est déjà en train d'initier un process qui va nous permettre d'atteindre les années 2050. C'est ce que l'INRAE est en train a dans son objectif sur les cépages. Mais si je comprends bien ce que vous nous dites, Arnaud Vannery, on pourrait avoir en fait dans une même région des vins d'appellation avec un certain type de cépage et une certaine qualité de vin. Et puis, est-ce que vous m'autorisez le terme de tout venant, un cépage un peu plus productif avec un vin de moindre qualité, mais qui soit plus facile à produire?
J'aime pas le mot de tout venant. Il y avait un ministre qui nous C'est pour ça que j'ai posé la question. nous avait traité de producteurs de bibines. Non, non, non. Ah non, 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 On je suis pas allé jusque-là. on en est loin. On en est loin. Non, dans la qualité, il y a deux sortes de qualité. Et il y a un problème commercial. On a besoin de suivre le commerce. C'est ce que je reproche, entre guillemets, un tout petit peu aux appellations, où on n'arrive peut-être pas à suivre réellement, au travers du cahier des charges des appellations et même des JZP, ce process de cette mutation ou cette modification de la consommation des vins en France. Vous voulez dire un mot avant qu'on avance, Richard Planès? Alors je soulignerai que Languedoc a cette chance, le vignoble languedocien, c'est de pouvoir produire pratiquement toutes les catégories de vins, quelles que soient les couleurs, effervescents ou tranquilles, vin doux naturel ou vin sec, IGP ou AOC ou sans IG, vin de cépage, et avec des expressions de terroir très variables, selon qu'on est dans la haute vallée de l'Aude ou au pied du pont du Gard, n'est-ce pas? Et ça, c'est vraiment aussi un atout pour l'avenir. Je dirais qu'après, vous êtes aussi une illustration assez belle de cela, parce que Gérard Bertrand a aussi une gamme de vins très très large, c'est-à-dire que vous faites, je dirais, de vins de très grande qualité et aussi des vins accessibles à un grand public, puisque vous êtes présent et très bien représenté dans la grande distribution aussi. Oui, alors effectivement, Gérard Bertrand donc est à la fois vigneron sur les vignobles que je dirige, les 940 hectares, et nous avons également des partenariats avec des vignerons du Languedoc que l'on engage à faire partager notre philosophie, celle de l'agriculture biologique. Nous avons aidé les vignerons à franchir ce pas qui est compliqué sur le plan technique économique. Nous avons également des engagements avec des vignerons, je n'en citerai qu'un là parce que c'est assez exceptionnel, c'est les vignerons des Cévennes, IGP Cévennes, dans le Gard, pour lesquels on a développé un cahier des charges et une marque qui s'appelle Beef Henry. Donc un engagement sur l'environnement, les insectes pollinisateurs. Une partie sont bio, mais justement, ça permet de toucher un public de producteurs beaucoup plus large. Voilà. Et effectivement, sur ces partenariats, la marque Gérard Bertrand se décline sur des prix très accessibles et avec de consommation courante. Voilà. Sur nos propriétés, celles que je dirige, c'est plutôt des notions de grand cru où le terroir est plus présent que le cépage, avec des capacités de garde et plutôt des vins de gastronomie. Quelles sont les solutions qui apparaissent aujourd'hui les plus pertinentes pour aider le vignoble dans sa généralité, que ce soit pour l'un ou pour l'autre ici présent, pour l'aider à faire face justement à ces changements climatiques qu'on l'a bien senti, que vous avez bien senti, et peut-être encore avant nous tous, parce que la vigne est quand même un très bon reflet à cela. Quelles sont les solutions que vous avez commencé à mettre en place, si on sort maintenant qu'on l'a abordé, de ces questions de cépages qui soient plus ou moins adaptés? Alors pour nous, vis-à-vis des stress hydriques, on a opté pour l'irrigation. Mais on a opté pour l'irrigation parce que les propriétaires, Jacqueline et Olivier Gidon, qui ont acheté la propriété il y a 4 ans, nous ont fait planter 120 hectares d'oliviers qu'il fallait absolument irriguer. Et donc c'est un premier stade où on est en train d'irriguer nos vignes, non pas pour augmenter la production, mais pour l'aider à passer un certain nombre de caps. L'an dernier, par exemple, il y a eu un printemps très peu pluvieux et en tout cas pas du tout arrosé, et on a été obligé d'arroser au mois de mai ou même avant. Mais cette irrigation ne nous empêche pas de penser à l'avenir sur les oliviers que l'on va planter là dans le mois qui vient. On a réduit la quantité d'arbres à l'hectare, et peut-être qu'il faudra le faire sur la vigne. Alors tout dépendra bien entendu du sol, tout dépendra bien entendu de la situation, tout dépendra de beaucoup de facteurs, mais peut-être qu'il faudra le faire et essayer de revenir à ce que dans les années 60, on nous préconisait dans le milieu de la France, c'est-à-dire d'augmenter la largeur des vignes plutôt que d'augmenter le nombre
de plants à l'hectare, mais de le diminuer et avoir des vignes qui, j'emploie le mot exprès, crachent beaucoup pour faire des vins à haut rendement. Réduire la densité de la vigne pourrait permettre au plan restant d'avoir plus l'opportunité de s'épanouir. Il y aurait moins de concurrence. Richard Planas? Donc, je souscris au même thème. Il faut évidemment les nuancer en fonction des terroirs, du matériel végétal, etc. Je reviendrai sur une notion que tu as évoquée, c'est le fonctionnement du sol. Et là, l'agriculture biologique, et j'insiste, la biodynamie, permettent un meilleur fonctionnement de sol. Ce sont des choses qui ont été démontrées et c'est particulièrement essentiel pour que la vigne pour stimuler ses ressources naturelles, sa capacité de résistance. Je veux bien qu'on dise un mot sur la biodynamie parce que je ne suis pas sûr que toutes les personnes présentes dans l'assistance soient très au fait, mais est-ce que vous pourriez donner les grandes lignes de la manière dont on mène un domaine viticole en biodynamie? Donc, la biodynamie, c'est d'abord une forme d'agriculture biologique. Donc, à la base, je dirais ne plus utiliser de pesticides de synthèse, pas plus que d'engrais minéraux. Les fondements ont été définis il y a un siècle, pratiquement, par Rudolf Steiner. Ça s'est diffusé un peu partout dans le monde et la filière viticole actuellement, et notamment française, a énormément appliqué ce concept en l'enrichissant. Donc ça part du principe que tout être vivant, que ce soit un champignon, une souche ou nous-mêmes, on est sous une double influence, à la fois on va dire céleste, cosmique ou terrestre, tellurique, et le respect d'un calendrier, on va dire, biodynamique, cosmique, participe à cette stimulation. Nous avons des applications, je dirais, naturelles spécifiques selon le cycle de la vigne. Il y a un enjeu fort sur le fonctionnement du sol, et également sur la notion de biodiversité et surtout le principe fondateur là, de l'entité agricole autonome. C'est-à-dire qu'avec nos modèles de viticulture, monoculture, on s'est écarté un petit peu de ça. Et bien, on essaie d'y revenir. La preuve, les centaines d'hectares d'oliviers. Bon, nous, on en a beaucoup moins, mais on en a quelques-uns. Des ruches. Et puis, je vais parler de notre projet aux portes de Narbonne, le château de Céléran, où là, on veut revenir, mais de façon moderne, aux fondamentaux et avoir une ferme biodynamique, 150 hectares, avec une petite moitié de vignes, de l'arboriculture, du maraîchage, un partenariat d'ailleurs avec Métro qui est très présent sur ce salon et qui nous a invités pour en parler, des céréales, la capacité de faire notre propre pain et d'introduire de la biodiversité à l'intérieur des parcelles. Très concrètement, j'ai planté 10 hectares de vignes cette année. Dans ces 10 hectares, il y a 2 hectares consacrés à la biodiversité. Ça va permettre... Alors, biodiversité, ça fait pas loin de 20 000 plants, plantules, arbustes ou arbres qui ont été plantés. Pour nous, c'est une nouveauté, pas simplement en bordure de vigne, mais de larges bandes à l'intérieur. L'idée, on en parlera, je pense, après, c'est de capturer, de séquestrer du carbone par cette masse végétale qui d'année en année va croître. Ça va être de participer, justement, si chacun prend un petit peu à sa charge la séquestration carbone, on ira vers des équilibres climatiques bien meilleurs. Et à l'échelon de la parcelle, le fait d'avoir une masse végétale, un fonctionnement des racines, des phénomènes pénétration des racines de la partie cultivée avec la partie naturelle, ça va participer à une nouvelle forme de viticulture, et là, pour le coup, résiliente. Mais ça va demander du temps, de l'énergie pour à mesurer tous les effets. En quoi la biodiversité que vous allez créer va-t-elle aider la vigne? Alors, il y a un effet direct qu'on mesure déjà actuellement suffisamment. Augmenter les zones de contact, milieu naturel, milieu cultivé, ça participe à une régulation, notamment sur les insectes ravageurs, par les insectes naturels régulateurs. Donc ça, c'est un point très important.
qui permettra de s'affranchir. On a déjà réglé pas mal de problèmes comme ça, d'un certain nombre de ravageurs qui pénalisent la vigne soit en termes de rendement, soit surtout en termes de qualité. Voilà. Donc on va aller beaucoup plus loin dans cette direction. Ça, c'est du très concret. Et il y a le côté microclimat parcellaire. On parlait de canicule, hein, c'est des excès de température. Si on a quelques arbres ombragés, ça va calmer un petit peu cet aspect-là. Ça peut protéger du vent, de l'évaporation. Voilà, on va dans cette direction de façon déterminée, mais avec un souci d'expérimentation et de vérifier les hypothèses sur le terrain. Arnaud Varneri, vous en pensez quoi de ce projet de polyculture, d'offrir de l'espace et de la biodiversité à la vigne? Alors moi, j'en pense que du bien, parce que depuis que monsieur et madame Gidon ont racheté la propriété, ils m'ont demandé, et nous avons ensemble fait le pas vers une culture biologique. Donc c'est pour ça que nous sommes en 3e année de conversion, et que l'an prochain, nous pourrons revendiquer le terme culture biologique. Moi, je fais du vin depuis 40 ans, et j'ai, j'allais dire, eu tous les mouvements et l'évolution, et j'ai vu toute l'évolution de la viticulture, en particulier dans le Midi, mais aussi au Portugal, au Chili ou ailleurs, ou en Argentine. Et on s'aperçoit qu'il faut revenir à des valeurs naturelles, même si les rendements en souffrent un petit peu, mais encore, c'est peut-être pas évident, tout dépend des années. Même si ça demande un tout petit peu plus de travail, je pense qu'il faut qu'on préserve. À l'époque, moi, j'étais conventionnel, raisonné. Ça veut strictement rien dire. Conventionnel, raisonné, on essayait de travailler avec des produits et de les appliquer au bon moment. Il n'empêche qu'à l'époque, je passais la moitié de mon temps dans la vigne. Je continue à passer les 3/4 de mon temps dans la vigne pour voir comment évolue la vigne et comment, s'il faut réellement traiter, pas traiter, l'aider, pas l'aider, irriguer, ne pas l'irriguer, et pointer la vigne ou rogner. Donc il y a tout un certain nombre de pratiques. Il faut savoir que le vin se fait dans la vigne et pas dans les caves. Et ça, quand on a compris ça, on a tout compris. Nos amis œnologues, on en a besoin, mais on en a besoin comme, j'allais dire, médecin du vin, peut-être, entre guillemets, médecin préventif du vin, mais on ne fait pas du bon vin avec de mauvais raisins. Donc notre travail commence à partir de la taille et s'arrête le jour où on a décidé. Richard doit être comme moi, ne doit pas dormir beaucoup au mois de fin août, début septembre, pour prendre la décision qui s'impose à nous. Je vendange demain ou je ne vendange pas demain. C'est toujours un gros stress. Chaque année, il y a un enjeu qui est colossal dans cette prise de décision c'est maintenant. Voilà, c'était pas hier, c'est maintenant. Allez-y, vous pouvez répondre. Richard Platas, je suis ravi parce qu'en fait, j'ai fait aujourd'hui la connaissance d'Arnaud, mais on partage beaucoup de valeurs. Et souvent, pour m'amuser, quand je reçois des groupes, surtout s'il y a des spécialistes de l'œnologie, je dis, vous savez, le geste œnologique le plus important, c'est quoi? Alors, je fais ce petit signal, là, je ne sais pas si vous me voyez, ouais. Donc, en général, on me dit, c'est quoi? C'est un ciseau? Non, je dis, c'est un coup de sécateur. Mais le coup de sécateur, ça veut dire vendange manuel et décision de date de cueillette. Voilà. La qualité, effectivement, le potentiel de qualité s'élabore dans le vignoble, le terroir et puis voilà, cette date de cueillette. Le reste, la technologie qui suit, c'est extrêmement important, mais ça n'améliorera pas le potentiel de départ. Vous parlez de technologie, c'est une question que je voulais vous poser justement. Est-ce que cette technologie dont on a parlé ici même ce matin, qui aide déjà l'agriculture, on a reçu Emmanuel Bernard, le représentant Interbev donc pour la filière bovine, qui est lui-même agriculteur. Est-ce qu'elle existe, cette technologie, dans la viticulture? Est-ce que vous avez des moyens technologiques dans les vignes pour être renseigné
sur son évolution, sur ses risques, sur les maladies qui pourraient arriver? Qu'en est-il? Alors il existe, je te laisserai la parole parce que vous êtes nettement plus avancé que nous, il existe énormément de moyens et énormément de start-up qui ont développé des programmes qui essaient de regrouper tous les programmes qui tournent autour de la vigne, du système racinaire jusqu'au feuillage, et qui arrivent à nous dire, j'allais dire un petit peu avec anticipation, ce que l'on doit faire. Je crois que la simplicité et de rigueur, en tout cas quand on veut faire du vin et on veut bien le faire, je crois que nul ne remplacera l'homme et la perception humaine de ce que l'on a avec nos 5 sens, de ce que l'on doit faire et de comment on doit le faire. On a des outils d'aide à la décision. Ce sont des outils d'aide à la décision qui ne doivent pas nous empêcher de sortir de nos bureaux, tout ça. Gérer une exploitation viticole, oléicole ou toute autre exploitation de son bureau en appuyant sur des boutons ou sur un ordinateur, ça n'existe pas. Je ne vois pas comment elle pourrait être un jour développée. Richard Planas, à vous de répondre. Alors je dirais pas mieux. Les outils d'aide à la décision, c'est important, c'est bien de les connaître. Moi, je suis dans un groupe où j'ai des collaborateurs spécialisés là-dessus, à tous les niveaux. Mais rien ne vaut l'approche terrain, terroir du vigneron. C'est essentiel. Nous, on cultive ça toute l'année. On fait des kilomètres et des kilomètres dans les allées de vigne. Et avec Gérard Bertrand, à partir du 15 août, il ne me lâche plus, pratiquement jusqu'au 15 octobre. On passe dans les vignes plusieurs fois par semaine pour goûter les raisins, et ce, sur l'ensemble de nos propriétés. Et ça, c'est essentiel parce qu'il y a un ressenti, voilà, il y a une vision très précise. C'est le meilleur marqueur de goûter les baies? Au final, oui. Au final, oui. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la compréhension de pourquoi la baie, à ce goût-là, arrive à ce moment-là de la maturité. C'est le pourquoi. Alors ça commence par le terroir, l'année de plantation de la vigne, la façon dont on l'a taillée, etc. Il y a un sujet, oui, sur la notion de résilience, de rebondir, de renaître, etc. C'est les soins donnés à la taille de la vigne. C'est un sujet sur lequel nous, depuis 4 ou 5 ans, on s'est replongé. On a un petit peu révolutionné la façon de travailler de nos anciens. On parle aujourd'hui de taille douce, de respect des flux de sève. Et ça a bousculé pas mal les habitudes. Et ça permet à des vignobles dépérissants de se remettre un petit peu à niveau. Oui, parce que je repense à ce que vous nous disiez l'un et l'autre tout à l'heure. Il y a ce côté de vigne, de taillage manuel, de coup de sécateur, donc la main de l'homme. Et cette vigne, dites-moi surtout si je me trompe, parce que je ne suis pas un expert de la vigne, cette vigne elle a été beaucoup guidée par l'homme. On a fait des lignes très droites pour que le tracteur puisse passer. Et est-ce que la vigne à l'état naturel, c'est une sorte de ce qu'on appelle un gobelet, hein, elle est pas si droite que ça. Alors est-ce que justement cette position de redonner un peu de naturel à la vigne, c'est aussi une solution, une réflexion pour l'avenir? Il y a des réflexions en cours sur les modes de conduite. On a parlé des densités de plantation. Pour ma part, mon approche n'est pas révolutionnaire sur les pratiques actuelles entre gobelet libre ou vignoble sur espalier. Il n'y a pas vraiment de différence entre les... Il peut y en avoir, mais sur l'expérience que j'ai dans nos terroirs, on cultive nous aussi la diversité. On a des royats, des guyot, des gobelets avec ou sans espalier. Voilà, j'ai pas le sentiment que ça se jouera là. La notion de densité de plantation, là, c'est déjà quelque chose de plus sensible et un petit peu compliqué. Nous, on a été des partisans des plantations serrées, entre guillemets, denses, hein, pour le Languedoc-Roussillon. On revoit la copie un petit peu à la baisse, voilà, mais qu'un petit peu là-dessus. Je crois qu'il ne faut pas oublier que la vigne est une liane et qu'autrefois, elle vivait soit à terre, soit sur le sol, soit en montant sur les arbres. Alors maintenant, on commence à reparler de l'agroforesterie. Bon, le problème de l'agroforesterie, c'est qu'avec une machine à vendanger, c'est difficile d'aller chercher les raisins sur les arbres sur lesquels va se développer la liane, que l'on aura taillé ou que l'on n'aura pas taillé. Pourquoi on taille la vigne?
Pourquoi on taille la vigne? Pour essayer de limiter sa production à un certain nombre de grappes qui seront belles, qui seront jolies et qui seront porteuses qui seront faciles à traiter. On peut imaginer, et nous avons commencé dès cette année à Pannery, de planter de la vigne avec un système de non-taille, c'est-à-dire de laisser la vigne courir toute seule. Courir toute seule, on ne la touchera plus. Alors elle n'aura peut-être pas la capacité d'atteindre un âge séculaire, mais pendant un certain nombre d'années, elle va produire des petites grappes qui vont être peut-être plus intéressantes sur la maturité. On sait que la maturité est différente sur une vigne, quelle que soit la taille, Guyot, Roya ou autre. On va peut-être essayer comme ça, dans la résilience de la vigne, dans cette résilience, essayer de limiter peut-être l'impact alcool dans les vins et production de sucre dans les vins. Et ça sera peut-être intéressant à avoir. Alors c'est sûr que la vigne n'atteindra pas les 90 ans de l'âge de nos grands-pères, mais est-ce que c'est réellement intéressant d'avoir des vignes si âgées? Vous pourriez répondre à ça? Est-ce que c'est intéressant? On a une preuve? Est-ce que le vin est meilleur parce qu'on voit souvent sur les bouteilles vieilles vignes, mais est-ce que c'est un signe de qualité? Oui, ben moi je le constate sur chaque millésime, effectivement. On vénère nos vieilles vignes. Bon, déjà, une vieille vigne est plus, on va dire, plus stable lorsqu'elle a été correctement soignée. Elle est plus dans l'exubérance. Elle livre des fruits en petite quantité, donc de meilleure qualité. Pour moi, et sur les cépages qu'on cultive, c'est vrai, c'est une évidence. Ouais. Alors, parmi les dernières questions qu'on va se poser dans notre échange, on a parlé de réchauffement, et ce réchauffement climatique, ça amène un degré alcoolique. Vous parliez de la gestion du sucre, etc. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne va pas pouvoir produire du vin à 15, 16 ou 17 degrés. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, c'est interdit. On ne peut pas le faire, ça, si? Oui, ouais. Il y a quelques tolérances par rapport à la notion d'étiquetage, donc autour de 15,5. C'est un vrai sujet. Je pense que tous les vignerons confrontés notamment aux jeunes dégustateurs, jeunes consommateurs, recherchent des vins plus accessibles, donc de degrés moindres, de consommation plus rapide et également de prix plus accessibles. Nous, chez Gérard Bertrand, on a toute cette gamme-là, mais sur nos propriétés, on cultive les vins de garde pour lesquels il faut la concentration, etc. Et donc, on fait un gros travail sur l'assemblage des parcelles et des différents cépages pour que la perception gustative de l'équilibre soit bonne malgré des degrés qui peuvent être élevés. Et ça, c'est important. Et là, c'est la touche du vinificateur, c'est la touche de celui qui va faire l'assemblage en dernière main. Voilà, ça, c'est un point important. Parce que j'imagine que ça doit être même aussi pour vous, Arnaud Varneri, une vraie question, c'est-à-dire de gérer ce degré alcoolique, parce qu'on a tous eu affaire à des vins un peu forts, un peu puissants en alcool. C'est que c'est moins agréable à boire quand c'est trop alcoolique. Alors à Pannery, on a une chance, c'est qu'on a un terroir très tardif. Et par rapport à la plaine, les gens qui commencent à partir du 15 août, nous, on commence chaque année début septembre. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet de hauteur, un effet de vent mistral important, et tout ça est plus frais que les terroirs qui sont autour de nous. Mais à Pannery, on essaie de réfléchir aussi sur l'implantation de cépages tardifs. Je parle du Mourvèdre par exemple, qui est un cépage très très tardif, qui ne donne son ultime expression, sa meilleure expression est aux alentours de Bandol, dans le terroir de Bandol. Mais ce cépage qui d'habitude n'arrive pas à maturité ou peu à maturité, sauf s'il est vraiment très bien localisé
dans les propriétés ou sur des parcelles un peu chaudes et un peu précoces, aujourd'hui arrivent à maturité. Et on commence à réfléchir à peut-être, et c'est là où je reviens à mes appellations, où il va peut-être falloir que dans les appellations, nous modifions un tout petit peu nos cahiers des charges pour peut-être introduire un petit peu plus de cépages tardifs par rapport aux cépages précoces que peuvent être Syrah ou même Grenache. Richard Planas. Voilà, là, je fais remarquer qu'on revient sur la notion de cépage et de terroir et d'adaptation des cépages au terroir. Soulignons qu'en Languedoc, dans la plupart de nos appellations, on a la chance d'avoir un encépagement varié. Sur les rouges, on a facilement 5-6 cépages rouges différents. Et effectivement, le millésime 2022, ça a été la palme au cépage dit d'écologie méditerranéenne. Le Mourvèdre, hier on a dégusté là, nos Mourvèdres 2022, c'est fantastique, ils n'ont jamais été aussi bons. Les Carignans sont excellents, les Grenaches. Les cépages un petit peu plus précoces sont un petit peu moins intéressants à ce jour. Également, la notion de terroir. Aujourd'hui, il y a un intérêt majeur en Languedoc en tout cas, et dans le sud de la France, pour les terroirs de maturité plus tardive, donc moins chaud, pour les terroirs également avec une climatologie locale plus pluvieuse. Nous, nos 4 dernières acquisitions de propriétés, ça a été la Haute-Vallée de l'Aude, dans la région de Limoux, au pied des Pyrénées. Ça a été le massif de Hamalpère, c'est pratiquement le sud-ouest. Et c'est tout dernièrement Cahors, carrément dans le sud-ouest. Donc, bon, il n'est pas donné à tout le monde de se délocaliser. Mais par contre, nous sommes aussi producteurs de Minervois, la Livinière. Nous avons engagé collectivement avec l'INAO une réflexion pour étendre la délimitation parcellaire du vignoble sur des secteurs d'altitude qui, il y a 20 ans, avaient été écartés parce que trop tardifs. Donc voilà, la viticulture est en permanence en évolution possible. Avec les appellations, c'est toujours un petit peu plus long, mais ça évolue. Et vous pensez, ce sera la dernière question, vous pensez qu'on pourrait avoir du vin au-dessus de la Loire à un moment donné ? Ça viendra ou ça restera C'est déjà le cas d'une part, et je pense au vignoble, par exemple, anglais, oui, qui est en train de se développer énormément, surtout avec des sparkling, des champagnes, des méthodes champenoises. Toute la vallée de la Tamise est en train de se planter énormément de cépages chardonnay et pinot. Donc, c'est sûr, il y a de la vigne en Bretagne et je l'ai découvert dernièrement, les vignes qui ont été plantées sur des terrils du nord de la France à Lille. Donc, je pense que oui, la vigne va remonter et va suivre l'évolution du climat. Un dernier mot, allez-y, Richard Planas. Un dernier mot, c'est un point qu'on n'a pas évoqué là, cet après-midi, qui me paraît essentiel sur le sujet de la résilience climatique, c'est-à-dire les gaz à effet de serre, l'évolution climatique provoquée par la gestion ou la mauvaise gestion du carbone. C'est vrai dans toutes les régions, mais en particulier dans notre région méditerranéenne, c'est la protection des forêts méditerranéennes. C'est un puits à carbone qui est énorme. Chaque fois qu'un incendie dévaste un secteur, et le secteur méditerranéen est sensible, c'est la capture carbone, c'est la séquestration carbone qui est largement endommagée. Donc en bio et en biodynamie en particulier, dans nos propriétés, nous avons un peu moins de 1000 d'hectares de vignes, on a 1500 hectares d'espace naturel, pour moitié sur des forêts constituées, donc c'est un puits que l'on protège, et pour autre moitié des garrigues, c'est-à-dire des peuplements végétal beaucoup moins denses parce que le feu est passé. Mais si on arrive, et c'est le travail que l'on fait, à faire de la prévention contre les incendies de forêt, ces garrigues deviendront des forêts et captureront le carbone que d'autres activités agricoles ou industrielles produiront. Et ça, je crois que c'est très important, je voulais le souligner, parce qu'on n'y pense pas assez souvent. Le pire ennemi de l'environnement en milieu méditerranéen, c'est le feu.
Merci beaucoup pour cette précision. Richard Planas, avant de vous laisser repartir, messieurs, je vais proposer à l'assistance de poser une question. Vous qui avez la gentillesse de suivre ces échanges, est-ce que quelqu'un voudrait poser une question à l'un de nos deux intervenants? Il vous suffit de lever la main et on va venir vous voir avec un micro pour qu'on puisse entendre votre question. Alors, madame, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Oui, parlez bien près du micro. Oui, on a parlé beaucoup de la sécheresse parce que vous êtes dans le sud, mais dans le Jura, par exemple, en 2021, c'était une catastrophe à cause de l'humidité et mildiou éolien. Mais vous en pensez quoi sur les pratiques biodynamiques là-dedans? Sur cette année-là, je préférais être sur le versant méditerranéen que dans le Jura. J'adore cette région et leurs vins, mais effectivement, l'une des difficultés de la bio et de la biodynamie, c'est de faire face à des aléas climatiques qui développent des maladies de la vigne. Alors, après, c'est toute la chaîne je dirais, du raisonnement de la culture de la vigne qui peut permettre, mais je ne suis pas un expert de la viticulture de ces régions-là, de l'enherbement permanent, de limiter la vigueur, d'assécher le choix des parcelles aussi lorsqu'on s'implante. Enfin, il y a vraiment beaucoup de ressources, mais c'est un défi de la viticulture bio et biodynamique. Là, vous parlez du Jura, mais la façade atlantique française est aussi confrontée. Nous aussi, en Languedoc, on a parfois des années très difficiles. Il faut l'intégrer dans notre parcours de vigneron. Merci pour cette réponse. Une autre question avant que nous mettions fin à cette table ronde. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors, on a parlé pendant les échanges de la qualité des vins dédiés à la gastronomie et de l'accessibilité des vins de grande consommation. Mais est-ce que la qualité est vraiment irréconciliable avec les vins de grande consommation, d'après vous? Bonne question. La qualité des vins est un fait et tout vigneron va faire des vins de qualité. Mais quel que soit le profil du vin qu'il va choisir, on peut parler de vins de qualité sur des appellations et sur un système de vinification ancien, entre guillemets, ou alors on peut parler de vins plus jeunes, plus ouverts à une consommation de jeunes personnes, avec du fruit, pourquoi pas du gaz, pourquoi pas du sparkling, et pour essayer de concurrencer notre grand ennemi, qui est la bière. Donc, je ne peux pas dire qualité, pas qualité. Ce terme de qualité, il vient du fait que dans le midi de la France, à l'époque, il y a quelqu'un qui a dit on faisait du vin de basse qualité. Non, on ne faisait pas du vin de basse qualité. On faisait du vin pour nourrir et donner de l'énergie à tous les gens du nord de l'Europe qui travaillaient dur, ainsi que tous les gens qui travaillaient dans les champs. Aujourd'hui, on est revenu à des vins qui se boivent non pas pour avoir de l'énergie, mais l'ordinateur, vous ne pouvez pas passer 7 heures ou 8 heures devant un ordinateur et boire vos 6, 7, 8, 10 litres de vin à 7 degrés, comme le faisaient nos anciens, dans les champs ou dans les mines ou dans les aciéries du nord de l'Europe, du nord de la France. Donc aujourd'hui, la qualité, elle est en fonction de ce que l'on cherche et de ce que l'on veut. Il y a une qualité qui est définie par des appellations, des IGP et tout ça, et puis il y a une nouvelle qualité qui est en train de se dessiner pour avoir des vins peut-être plus accessibles, moins de degrés, pourquoi pas. Richard disait tout à l'heure, on adapte l'assemblage est quelque chose de très important. Eh ben, c'est cet assemblage que l'on cherche, nous, en tant que vignerons, pour essayer de satisfaire un petit peu tout le monde.
Merci messieurs, merci beaucoup Arnaud Vardéry pour cette réponse, chef de cave du domaine Panéry, et merci à Richard Planas, directeur des domaines Gérard Bertrand, d'être venu sur cet espace Sierra Food Forum pour échanger sur cette question du vignoble, exemple de résilience climatique. Merci à vous pour les questions, merci pour votre assiduité pendant ces échanges. On va se retrouver dans quelques minutes, dans une dizaine de minutes tout au plus, pour un nouveau pitch Sierra Future Food. Dans la catégorie solidaire, nous recevrons Sébastien Richard et Sylvain Richard également, qui nous parleront de La République. C'est un restaurant solidaire. Et puis à 16h, on se posera la question de réinventer la restauration collective et commerciale, avec une question: serait-ce un retour à la nature pour la solution et pour réinventer cette restauration? Réponse tout à l'heure avec Laurent Rowe, c'est le directeur développement corporate de Sodexo. À tout à l'heure.